Salut! Aujourd'hui, vidéo assez particulière puisque je fais une interview. Je fais jamais ça sur ma chaîne, là c'est assez exceptionnel. Et je reçois Vassilis Iliopoulos. Je ne vais pas le présenter ici, on en parle dans l'interview, on va pas mal creuser notamment la question du cholestérol. Le truc c'est que Vassilis est assez spécialiste et du coup il peut y avoir peut-être quelques termes que tu vas pas 100% comprendre. Donc je te propose de les définir maintenant, histoire de te préparer. Et ensuite, à la fin de notre conversation, je ferai un peu une conclusion débrief pour les gros points en termes de cholestérol qu'on aura abordé dans l'interview. Mais je t'invite vraiment à l'écouter en entier. C'est ultra intéressant, on a vraiment parlé de choses assez diverses et je pense que tu pourras apprendre pas mal de choses. Du coup, on va parler de cholestérol HDL, LDL et VLDL. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, HDL c'est pour High Density Lipoprotein. Donc pour faire simple, la différence entre le HDL, le LDL et le VLDL, c'est la densité de la lipoprotéine qu'on appelle communément du cholestérol. Mais on revient là-dessus dans l'interview de toute façon. Mais voilà, simplement sache que HDL c'est ce qui est considéré comme le bon cholestérol. Le LDL c'est ce qui est considéré comme le mauvais cholestérol. Et le VLDL pour Very Low Density Lipoprotein, c'est, on va dire, une version encore plus grosse de la particule de LDL, du mauvais cholestérol. On va dire que c'est un peu un extrême en termes de taille par rapport à ce que représente le LDL. On parle aussi d'apolipoprotéine B ou ApoB. C'est globalement la protéine primaire qui est retrouvée dans le LDL, le VLDL et l'IDL. IDL, c'est du coup une taille intermédiaire entre le HDL et le LDL. Voilà, tu as juste à savoir ça. Comme ça te permet de comprendre un petit peu les termes. Je te laisse avec notre interview avec Vassilis et profite bien, tu vas apprendre pas mal de choses. Bah, salut Vassilis et merci d'avoir accepté mon invitation. Du coup, je t'avais contacté parce que, alors déjà peut-être avant de dire ça, peut-être te présenter rapidement, hein, si j'ai bien compris, tu es avant tout influenceur Instagram dans la nutrition holistique. Exactement, surtout holistique, hein. Surtout holistique. Moi, je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, ouais, donc passionné de nutrition, de recherche avant tout. Donc, j'ai suivi la formation Mac Nutrition Uni. Donc, je suis certifié par ce cursus de nutrition en Angleterre. Je suis l'auteur d'un livre récent sur les produits laitiers. Donc, le lait ange ou démon, écrémez vos préjugés. Et l'auteur aussi d'une formation sur la perte de graisse rapide. Voilà. Et donc, puisque le sujet, c'est si j'ai pu comprendre tout ce qui est maladie cardiovasculaire, cholestérol, lipides sanguins, etc., Mhm. je vais peut-être expliquer pourquoi j'ai commencé particulièrement à m'intéresser à tout ce qui est sur ce sujet, parce que c'est vrai que moi, je ne viens pas du milieu forcément de ce milieu-là, je ne viens pas du milieu particulièrement médical. Et en fait, moi, je viens vraiment du milieu sport-performance. Donc, je m'en suis intéressé d'abord à la nutrition, vraiment pour la performance, parce que j'étais compétiteur en boxe anglaise. Donc, avant d'être compétiteur, je me suis intéressé à la nutrition pour améliorer mes performances. Bref. Mhm. Et à un moment donné, au fil du temps, je me suis dit, OK, moi, la nutrition me plaisait, mais mon but, c'était, voilà, c'est pas nécessairement à l'heure actuelle, je me suis dit, à l'heure actuelle, c'est pas améliorer les performances d'un athlète qui me plaît vraiment, bien que c'est toujours quelque chose qui me plaît, mais il y a un milieu un sujet qui me plaît aussi vraiment de manière importante, c'est comment améliorer la santé du plus grand nombre. Et donc, Mhm. ça passe par les maladies cardiovasculaires parce que c'est la première cause de décès dans le monde et c'est quelque chose qu'on peut largement influencer dans la nutrition, via la nutrition, pardon. Et je suis tombé, je vais dire, j'avais peut-être mes propres biais cognitifs par rapport à tout ce qui est cholestérol, etc. Donc, c'est-à-dire que la position que j'ai à l'heure actuelle n'est pas celle que j'ai depuis toujours. Et peut-être certaines choses qu'on va aborder dans la conversation aujourd'hui, c'est peut-être des choses que j'ai pu penser dans le passé. Et puis, donc, je suis arrivé là avec parfois mes propres biais cognitifs sur certains points, en lisant la littérature. Et puis, voilà, j'ai changé d'avis sur certains points et j'en suis là où je suis à l'heure actuelle, puis on va pouvoir développer ma position parmi les questions aujourd'hui.
Et pour parler de quelque chose qui m'a vraiment frappé, peut-être, quand j'ai voulu m'intéresser à comment améliorer la santé des populations, c'est l'histoire de la Finlande, en fait, qui m'a vraiment fait m'intéresser au sujet des maladies cardiovasculaires. En fait, dans les années 60, on avait une population finlandaise qui a explosé les records de mortalité cardiovasculaire dans le monde. Ok. Elle avait aussi le taux de cholestérol sanguin le plus élevé au monde. Donc, ils explosaient vraiment le record de graisse saturée et de cholestérol sanguin, de mortalité cardiovasculaire. Et en fait, en 72, il y a eu une campagne. Donc en 72, les gens vont rigoler, 72 peut-être, mais Ouais, moi je dirais 72. Je ne vais pas laisser, moi je dirais 72. Il y a eu une campagne de santé publique qui visait justement à moduler les habitudes alimentaires des Finlandais, de la population finlandaise. Et la mortalité cardiovasculaire a diminué de 80% en 35 ans, ce qui était énorme, étant donné d'où ils partaient, en fait. Mhm. Voilà. Et cet exemple finlandais, ça m'a vraiment frappé. Je me dis, OK, en fait, on peut vraiment faire des changements via les habitudes alimentaires et le mode de vie des gens. Voilà, c'est un exemple qui est vraiment frappant. Et c'est là que Ok. j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ça, quoi. Bah, on va creuser justement un peu ce sujet-là. Moi, la raison pour laquelle je t'avais proposé en fait de faire cette conversation. Je pense même pas avoir déjà fait une interview sur ma chaîne pour être honnête, mais je trouvais ça très très intéressant d'en discuter directement avec toi. Parce que comme je t'ai dit, tu challenges énormément moi mes croyances de base sur le cholestérol. J'ai tenu pas mal enfin j'ai tenu pas mal effectivement un discours qui se concentrait, dont on va un petit peu parler, mais je viens un peu de la communauté plus, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser avec la nutrition, avec le paléo, etc. Et donc aussi avec les croyances qui découlent de ça. Et je trouve ça important d'être capable de. Toi, tu es très orienté sur le science-based, evidence-based dans ton contenu. Et je suis vraiment prêt à m'ouvrir. C'est pour ça que j'aime bien suivre ton contenu, parce que souvent ça me challenge aussi et ça m'oblige aussi à sortir un petit peu de mes schémas. Et je trouvais ça intéressant de le faire là ensemble via une conversation, parce que tu en as déjà parlé dans d'autres interviews, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois mes questionnements à moi n'étaient pas toujours totalement répondus, et c'est ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui, quoi. Super, c'est génial. Nickel. Du coup, ma première question d'abord pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, comment est-ce que tu expliquerais le rôle du cholestérol à un enfant de 12 ans? Un enfant de 12 ans. Donc peut-être que ça, je vais être trop compliqué pour un enfant de 12 ans. Donc peut-être tu vas essayer de vulgariser après si c'est trop compliqué. Ça marche. Voilà, donc je vais essayer de faire au plus simple possible. En fait, le cholestérol, c'est un lipide, donc c'est de la graisse, euh, qu'on peut soit retrouver de manière exogène dans les aliments. Donc c'est un aliment qui est très bien connu pour contenir du cholestérol, c'est les œufs. Mhm. Et qu'on produit aussi de manière endogène. Alors, il y a différentes voies métaboliques que les gens confondent parfois. De manière endogène, donc à l'intérieur du corps, sans Voilà, facteur externe. qu'on produit nous-mêmes. Et en fait, c'est une substance qui est vitale parce que c'est un précurseur d'hormones stéroïdiennes. Ça fait partie ça va jouer un rôle dans la rigidité des membranes cellulaires. Et il y a aussi le taux de cholestérol circulant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est deux choses différentes. Donc, toutes les cellules ont la capacité de produire leur propre cholestérol, mais il y a Mhm. aussi un taux de cholestérol circulant qui est produit par le foie et qui est exporté par on va dire Des navettes. des bus qui sont des lipoprotéines. Donc, les lipoprotéines, le fois que bien connu, le LDL. C'est pour ça que, bon, de manière informelle, on va appeler le LDL le mauvais cholestérol. En vérité, il n'y a qu'une seule molécule de cholestérol, mais c'est le LDL qui est la lipoprotéine qui est, on va y venir après, causale dans les maladies cardiovasculaires. Mhm. Puis on peut parler du HDL qui est responsable du transport inverse du cholestérol. Donc le LDL va transporter du foie vers les tissus périphériques et l'inverse pour le HDL.
Donc en fait pour résumer par abus de langage, on parle de cholestérol quand on parle du HDL et du LDL, mais techniquement c'est plus les navettes les bus qui acheminent le cholestérol vers les tissus ou vers le foie. Alors, ce qui est bien Euh, important de comprendre, c'est quand on parle de LDL, de cholestérol LDL, donc par exemple un bilan sanguin de LDL cholestérol, LDLC, ce que ça analyse, c'est la teneur en cholestérol de ces lipoprotéines. Donc la teneur en cholestérol de ces particules de LDL. Voilà, mhm. pas le nombre de particules en soi. Ok, Voilà. C'était juste ok. un détail parce que c'est quelque chose qui est souvent confondu aussi. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut déduire d'un taux de cholestérol élevé? De cholestérol total. Qu'est-ce qu'on peut. Cholestérol total. Bon. Donc, on ne parle pas du LDL et du HDL. Là, je te propose pour le moment de se concentrer sur le cholestérol total et d'aller peut-être un petit peu plus en détail sur le LDL juste après. Ok, bon. Disons que dans les plus anciennes recherches, depuis les années 60, la fameuse Seven Country Study, on n'avait pas encore toutes les nuances, on ne connaissait pas les différents types de lipoprotéines, etc. Donc, on analysait ce qu'on appelle le cholestérol total, donc qui est la teneur en cholestérol du LDL, du HDL et d'autres lipoprotéines, comme les VLDL. Mhm. Et ce qu'on voyait, c'est qu'un taux de cholestérol Petite total parenthèse, élevé. VLDL c'est pour Very Low Density Lipoprotein, qui est une autre catégorie du coup qui est encore moins dense que le LDL du coup. Voilà. Alors, ce qu'on voyait déjà à l'heure actuelle, c'est qu'un taux de cholestérol total élevé augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Et Mhm. puis, au fur et à mesure de ce qu'on a pu constater, des découvertes qu'on a pu faire, on a eu des marqueurs avec un meilleur pouvoir prédictif. C'est-à-dire que on a été après vers le cholestérol LDL, donc qui est contenu dans les particules de LDL. Et puis, on se dirige à l'heure actuelle de plus en plus plutôt vers le nombre de particules ApoB. On ne va pas rentrer dans les détails jusque-là, mais je pense que pour le moment, on va rester sur cholestérol total et LDL. Mhm. Donc, maintenant, on a une convergence de différentes lignes d'enquête qui montrent que le cholestérol LDL est causal dans les maladies cardiovasculaires. Donc, on peut voir ça, par exemple, dans les études d'observation. Donc, on observe les populations. Et ce qu'on fait, c'est on fait des analyses multivariées pour écarter les facteurs de confusion potentiels. Et ce qu'on voit, c'est que le LDL, ces données épidémiologiques d'observation, augmente, un taux de LDL élevé augmente le risque de maladie cardiovasculaire, indépendamment d'autres facteurs de confusion, comme par exemple le tabagisme, etc. Mhm. Alors, ça, c'est la première ligne d'enquête. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on peut toujours, dans une étude d'observation, même une étude prospective bien menée, donc prospective où on suit les personnes au fil du temps, on peut toujours avoir ce qu'on appelle des facteurs de confusion résiduels parce que les modèles d'ajustement ne peuvent pas toujours écarter ces facteurs de confusion. Donc, on doit se baser toujours notre conclusion sur multiples lignes d'enquête, donc toutes les données, toutes les données scientifiques disponibles. Et on a une autre piste qui est la randomisation mendélienne. Donc, la randomisation mendélienne, c'est utiliser la génétique. Donc, c'est une forme d'épidémiologie, en fait, mais qui utilise la génétique cette fois. Parce que tu vois, on pourrait dire, oui, mais les personnes qui ont un LDL élevé, il y a des facteurs de confusion parce que, oui, elles ont un LDL élevé, mais ça peut être aussi parce qu'elles ont globalement un mode de vie sain, ce sont des personnes qui fument, etc., etc. À l'inverse, les personnes qui ont un LDL plus bas et qui consomment peut-être moins de graisses saturées, ont un meilleur mode de vie, ne fument pas, font de l'exercice, etc. Donc, quelle est la variable qui a vraiment augmenté ou diminué le risque de maladie cardiovasculaire? Et on a quelque chose de plus robuste qui s'appelle la randomisation mendélienne, qui étudie la génétique cette fois. Donc, en fait, c'est une forme d'épidémiologie, mais l'exposition est génétiquement médiée. Donc, on a des personnes qui ont des variantes génétiques qui sont distribuées au hasard dans la population. Donc, on Mhm. a
Donc, on a différents gènes qui influencent le LDL à la hausse ou à la baisse. Mais ce n'est pas parce que tu as ces polymorphismes génétiques que tu as un mode de vie sain ou malsain. Parce qu'en fait, l'exposition est génétiquement médiée. Ce n'est pas médié, ce n'est pas lié à ton mode de vie. Donc, ce que tu veux dire, c'est que de toute façon, on va avoir une grosse variété, une grosse différence génétique entre les personnes étudiées. Et on va, dans les études, prendre en compte le fait qu'il y a cette variation génétique pour avoir des conclusions qui vont au-delà de cette variation génétique. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que entre les personnes, par exemple, qui ont un LDL élevé et un LDL faible, les covariables qui sont susceptibles d'agir comme des facteurs de confusion, comme le tabagisme, l'exercice, ce qu'on appelle par exemple le biais de l'individu sain, elles sont susceptibles d'être équitablement distribuées entre les personnes qui ont un LDL élevé ou faible. Donc, c'est quelque Mhm. chose qui est plus robuste qu'une étude prospective traditionnelle. Je ne Ok. sais pas si tu me suis. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est exactement la même chose, c'est que un LDL élevé augmente le risque de maladie cardiovasculaire et on a différents polymorphismes génétiques qui influencent le LDL cholestérol via différentes voies métaboliques. Et ce qu'on voit, c'est que le dénominateur commun est toujours le LDL, mais LDL plus élevé augmente le risque, LDL plus faible diminue le risque. Et quand on standardise, donc il y a des scientifiques qui ont fait ça de manière très, très raffinée, c'est standardiser toutes les différentes variantes génétiques à une réduction de 10 mg par décilitre de réduction du cholestérol LDL. La réduction du risque est sensiblement identique entre les différents polymorphismes génétiques. Ok, donc quels que soient les différents modèles génétiques, quelles que soient les différentes variantes génétiques entre les personnes, à partir du moment où on a cette baisse de cholestérol LDL, on constate une baisse du risque de maladie cardiovasculaire. Voilà, parce qu'on a, en fait, on a différents voies métaboliques, gènes qui vont influencer différentes voies métaboliques comme le récepteur LDL, l'absorption intestinale, etc. Mais le dénominateur commun, c'est toujours la diminution du LDL. Ok. Et concrètement, pour une personne, du coup, pour revenir à la question de base, une personne qui serait dans son bilan sanguin aurait a priori un taux de cholestérol assez élevé, c'est pas en soi, si on parle du cholestérol total, tant qu'on ne parle pas de cholestérol LDL, on n'a pas de risque particulier a priori. C'est un signe d'alarme. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des discordances, une personne peut avoir un taux de cholestérol total un peu élevé parce qu'elle peut, par exemple, elle peut avoir, par exemple, une variante génétique qui augmente son taux de cholestérol Ouais. HDL, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un signe d'alarme. Je dis, OK, j'ai mon taux de cholestérol total élevé, peut-être que je vais aller plus loin. Et le médecin, ce qu'il va faire, c'est généralement pas faire une analyse du cholestérol total, tu vois. Mais ouais, c'est un signe d'alarme. Ça ne veut pas dire forcément que Ok. la personne sera plus à risque. Mais Et ça ne veut pas forcément dire non plus qu'elle sera en mauvaise santé. Simplement, ça peut, l'hypothèse que ce soit un facteur, que ce soit un indicateur de problème existe et du coup, il faut le garder en tête, quoi. voilà, c'est ça. Et Ok. maintenant, on a des meilleurs marqueurs avec un meilleur pouvoir prédictif. On va être simplement ça. Donc, on Ça peut marche. utiliser. J'ai dit à la troisième ligne d'enquête, donc on a l'observation, on a la randomisation mendélienne et on a après les études d'intervention, que ce soit sur les statines ou autres médicaments hypocholestérolémiants comme les inhibiteurs de la PCSK9. On a différentes classes de médicaments qui diminuent le cholestérol ou via l'alimentation. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces essais, quand on fait une méta-régression de ces essais, donc je vais essayer de faire très simple, c'est-à-dire que tu peux avoir différents essais qui ont pour but la diminution du risque de maladie cardiovasculaire. Et Mhm. peut-être que dans un essai, tu vas avoir une grosse diminution du risque, et dans un autre, tu vas avoir une faible diminution du risque. Sachant que quand tu parles des essais, ça peut être autant via des essais médicamenteux ou via simplement l'alimentation, l'hygiène de vie. Voilà, voilà, Ok. exactement. Donc, la méta-régression que je te parle, elle a pris en compte tous les essais qui étaient que ce soit l'alimentation ou les statines, les séquestrants d'acide biliaire, vraiment, voilà, Ok. tous ces essais.
Et ce qu'on voit, c'est quand on fait une métarégression. Donc, une métarégression, c'est, donc je t'ai dit, on peut avoir un essai où il y a une faible diminution du risque, l'autre où il y a une plus grande diminution du risque. Quelle est la variable qui a influencé ça? Donc, tu peux regarder si c'est entre les essais, est-ce que c'est l'âge des participants qui a influencé ça? Est-ce que c'est la durée de l'essai qui a influencé ça? Et quand on met la variable du cholestérol LDL en milieu, donc les essais, la diminution du cholestérol LDL et la diminution du risque, on voit que la diminution du risque est proportionnelle à la diminution du cholestérol LDL. Ok. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Ouais, je comprends que dans tous les cas, même en prenant en compte tous ces facteurs, etc., quoi qu'il arrive, quel que soit le mode de diminution, si j'ai bien compris, du cholestérol de LDL, on constate que quoi qu'il arrive, on aura toujours une diminution dans la recherche et dans les études du risque de maladie cardiovasculaire. Donc, ouais. Et donc, petite diminution du cholestérol LDL, petite diminution du risque, grosse diminution du cholestérol LDL, grosse diminution du risque. C'est ce qu'on voit quand on met l'alimentation, quand on met les essais des statines, quand on met tout ça dans une métarégression, c'est ce qu'on constate. Donc concrètement, quand tu dis diminution du risque, cette diminution du risque, on l'a mesurée comment? C'est-à-dire que sur l'échantillon qu'on a, on voit qu'il y a eu moins d'accidents cardiovasculaires, mais comment on est… euh, en fait, j'ai du mal à visualiser comment est-ce qu'on est capable de dire bah, cette personne qui fait partie peut-être de ce groupe de génétique ou de, enfin tu vois, ou peut-être d'une personne, comment en fait ces accidents cardiovasculaires sont liés aux différents groupes potentiels génétiques ou aux différents modes de vie. Ce qui se passe, c'est que, bon, là, je parlais plus de la génétique, hein. Mhm. Je parlais des différents essais en intervention, là, hein. Ok, ok, Mais quoi qu'il arrive, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que on compare le nombre d'événements entre les exposés, entre le groupe d'intervention, donc c'est la personne qui a assigné à une intervention de statine ou d'alimentation à faible teneur en graisse saturée ou que sais-je, par rapport au groupe témoin. Donc on compare ça. Et on compare aussi dans ce cadre-là, la diminution du cholestérol LDL. Donc, est-ce que la diminution du risque est proportionnelle à la diminution du cholestérol LDL ok, entre les essais de statine et les essais de l'alimentation, par exemple, tu vois? ok. Ok, bah, je reviendrai un tout petit peu plus sur le fond, sur le fond des études scientifiques. Il y avait quand même des petits points que je voulais voir avec toi, notamment du coup totalement biaisé hein, par mon expérience personnelle du fait que je te disais, je venais un peu de cette communauté de paléo dont j'ai fait partie, qui globalement critique pas mal la diminution artificielle du cholestérol, médicamenteuse notamment. Et je voulais revenir avec toi sur les arguments principaux qu'on entend de cette communauté. Le premier étant que c'est le type de cholestérol LDL qui compte et pas la quantité. En l'occurrence, le type A qui est un type davantage volumineux, plus gros et qui serait a priori une meilleure version du LDL par rapport au type B qui lui est plus petit et peut poser davantage de problèmes au niveau cardiovasculaire. Ouais. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit la communauté paléo ou pas seulement la communauté paléo, hein, la communauté cétogène, la communauté pro-métabolique, etc., ils ont une alimentation de manière générale, donc pas tous les, par exemple dans le paléo, tu vas avoir des sous-groupes du paléo qui vont pas forcément manger à haute teneur en graisse saturée, mais de manière générale, ce sont tous des groupes alimentaires qui ont une alimentation qui a tendance à augmenter le LDL parce qu'elle a haute teneur en graisse saturée. Donc, ce qu'il se passe, c'est qu'ils doivent trouver quelque chose pour justifier leurs préférences alimentaires. Ok. Et leur argument favori, c'est de trouver des mécanismes. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est une méthode un peu anti-scientifique. C'est-à-dire que dans la méthode scientifique, on va regarder aux résultats et puis on va essayer de comprendre pourquoi l'intervention donnée a eu un effet donné via des mécanismes. Dans l'idéal, ouais, quand tu fais une expérience, mais c'est vrai que tu as un biais humain général où tu as tendance à émettre ton hypothèse et à essayer de la vérifier ensuite, quoi. Voilà. Et puis, dans tous ces groupes, ils ont leur récit et ils doivent trouver des mécanismes qui conviennent à leur récit. Et donc, ils vont trouver tout un tas de choses. Et la première chose, comme tu l'as très bien dit, c'est la taille des particules. Mais le problème, c'est que
que ce soit la taille des particules ou autre chose, c'est que c'est pas corroboré par des résultats. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est savoir exactement les mécanismes ou est-ce que c'est les résultats humains? Est-ce que c'est sauver des vies qui nous intéresse? Je pense que c'est sauver des vies. Ouais. Pour venir au sujet de la taille des particules, ce qu'on voit par exemple, on a plusieurs lignes, encore une fois, plusieurs lignes d'enquête qui permettent de rejeter cette hypothèse, c'est que par exemple, les personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie familiale homozygote sont des personnes qui n'ont pas des LDL de petites particules. Ce sont des personnes qui ont les plus grosses particules de LDL. Et pourtant, on sait qu'elles sont prédisposées à la mortalité cardiovasculaire aussitôt qu'à l'âge de 30 ans si elles ne sont pas traitées. Ces personnes. C'est la première ligne d'enquête. En observation, ce qu'il se passe, c'est qu'on voit que les petites particules de LDL tendent à être corrélées avec une augmentation du risque. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas diminuer la taille des particules sans augmenter le nombre de particules. Et ce qu'on fait, c'est qu'on revient à cette idée d'analyse multivariée. Donc, une analyse multivariée, c'est pour voir si on parlait tout à l'heure des facteurs de confusion potentiels. C'est justement pour analyser, en faisant un ajustement sur les facteurs de confusion potentiels, s'il y a un effet indépendant. Donc, est-ce qu'il y a un effet indépendant des petites particules de LDL? Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, une fois qu'on ajuste sur le taux d'ApoB, donc du nombre de toutes les particules LDL et puis toutes les particules hétérogènes, ce qu'on ajuste, c'est que l'effet des petites particules disparaît. Donc, en fait, c'est juste qu'elles sont autant hétérogènes que d'autres particules. Le risque suit plus le taux d'ApoB, donc le nombre de particules totales. Donc, le nombre de particules, bon, on y viendra peut-être un petit peu après. Donc, si j'ai bien compris, en gros, si on prend les personnes qui ont un haut niveau de cholestérol LDL, qu'on isole ces personnes-là, ce que tu veux dire, c'est que dans la recherche, on constate que la variable taille des particules n'influe pas, ou alors de manière significative, n'influe pas significativement sur le risque cardiovasculaire. Voilà. Et alors, la dernière chose qui a été constatée récemment, c'est que même les particules de VLDL, donc les particules de VLDL sont beaucoup plus de plus grande taille que même les grosses particules de LDL. Donc on a quelque chose qui est de beaucoup plus grosse taille et on a un risque qui est similaire. Donc, on a des études de randomisation mendélienne et qu'en fait, à nombre de particules égales, les VLDL sont autant hétérogènes que les LDL. Donc, la taille de particules aurait peu d'influence en vérité. Ok, donc même la VLDL qui serait du coup l'extrême de la LDL grosse, fluffy, qui est revendiquée comme bonne par nombre de personnes, même elle a un risque tout aussi important a priori sur la maladie cardiovasculaire. Ok, trop intéressant. Donc en fait, on y viendra après, mais en fait, le marqueur avec le meilleur pouvoir prédictif, c'est le taux d'ApoB, parce qu'en fait, toutes ces lipoprotéines, elles ont une ApoB, une apolipoprotéine bêta 100. Et on voit que le risque traque l'ApoB de manière plus fiable que tout le reste, en vérité. Ok. Juste pour clarifier, l'ApoB, c'est quelque chose qui est contenu dans les VLDL, les IDL, donc qui sont intermédiaires, les LDL, et aussi d'autres de lipoprotéines LPA, mais qui sont très génétiques, quoi. Ok. Oui, parce que pour rappel, du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément la référence, HDL c'est pour High Density Lipoprotein, LDL Low Density. Donc c'est vraiment la taille du bus qui compte. Pardon? Et les HDL ne contiennent pas d'ApoB, du coup. Ouais, mais c'était pour expliquer la différence entre les différentes lipos.
Je propose de passer à l'autre argument qui dit que c'est le ratio cholestérol total sur le cholestérol HDL qui compte et pas la quantité absolue de LDL. Et que l'idéal, ça serait d'être environ ce qu'on entend beaucoup dans des blogs sur ces communautés-là, c'est que le ratio idéal serait de 3,5-4 sur 1 entre cholestérol total et HDL. Ok, mais on ne peut pas directement parler du HDL parce qu'en fait, pour que le ratio ait de la pertinence, il faut que le HDL soit important avec un effet protecteur. Donc, on a beaucoup de cohortes donc, qui ont examiné ça. Et par exemple, de manière intéressante, il y a une étude qui s'appelle la Framingham Offspring qui a stratifié les participants en fonction du taux de LDL et de HDL. Ok. Et ce qu'on voit, c'est qu'en observation, un taux plus élevé de HDL tend à être protecteur. Ça ne veut pas dire qu'un taux de LDL, donc ça ne veut pas dire qu'un taux de LDL plus élevé n'est pas un risque, mais si tu as un taux de HDL, ça tend à modérer l'effet du LDL cholestérol. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Ouais, ouais. En observation. Et donc, il y a eu un tas d'études d'intervention qui ont tenté d'augmenter le HDL pour diminuer le risque Ok. via des médicaments qui augmentent le HDL. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de diminution du risque quand on entend augmenter le HDL. Ça, c'est la première chose. Donc, en observation, le HDL tend à être protecteur, tend à modérer l'effet du LDL. Mais quand on tente d'augmenter le HDL en intervention, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de diminution du risque. Donc, la Ok. troisième ligne d'enquête, c'est la randomisation mendélienne. Ce qu'on voit, c'est que les personnes qui sont génétiquement prédisposées à avoir un taux de HDL plus élevé, il n'y a pas de diminution du risque non plus. Donc, ça veut dire quelque chose, c'est que le HDL tend à être corrélé à quelque chose qui augmente ou diminue le risque en observation. Donc, ce n'est pas un effet indépendant du HDL, c'est quelque chose d'autre. Et ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, un faible taux de HDL tend à être corrélé avec un taux élevé d'ApoB. Donc, en fait, les personnes qui souffrent de syndrome métabolique, diabète, etc., tendent à avoir un taux de HDL très faible et un taux de VLDL élevé, et donc un taux d'ApoB qui est élevé. Mhm. Mais à l'époque de la Framingham, on n'avait pas ces données sur l'ApoB. Donc, à l'heure actuelle, on sait qu'en fait, le risque, encore une fois, traque ApoB de manière plus fiable. Donc, le HDL, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il peut faire partie d'une évaluation globale du risque, tu vois. C'est dans le genre, peut-être que le médecin va regarder, va voir, OK, il y a un LDL qui est un peu élevé, ou globalement dans la norme, mais dans la norme haute, et un HDL qui est très faible, ok, peut-être on va regarder au taux d'ApoB. Du coup, on va peut-être faire un examen du taux d'ApoB pour avoir quelque chose avec un meilleur pouvoir prédictif. Ok. Oui, donc corrige-moi si je me trompe, le rôle du HDL, c'est bien du coup le HDL, ça va être le bus qui va emmener le cholestérol, notamment par exemple du foie, vers les tissus qui en ont besoin. Là où le LDL, lui, aura plus le rôle d'éboueur qui va être de ramener ensuite ce cholestérol pour être traité à nouveau par le foie, par exemple. Mais en fait, le problème, c'est que peu importe, tu vois, le mécanisme, c'est que c'est surtout le nombre de particules ApoB en circulation qui compte, tu vois. D'accord. Donc, du Ok. coup, le problème, c'est que un très faible taux de HDL tend à être un corrélat pour un taux élevé de VLDL, LDL, etc. Tu vois. Ok. Et peu importe la teneur en cholestérol de LDL ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, le taux de cholestérol LDL est un très bon mandataire pour le nombre de particules en circulation, de nombre de particules LDL en circulation. Ok. Parce que, comment dire parce que là, moi, où je me pose énormément de questions, du coup, c'est est-ce que prendre la donnée sans essayer de comprendre le système en profondeur, c'est pas quelque part
Enfin, tu vois, il y a un peu cette métaphore du s'il y a plus de gens qui se blessent en France, il y a plus de gens qui vont aller acheter des pansements en pharmacie. Donc, a priori, si tu étudies le nombre de pansements qui sont vendus en pharmacie, tu peux avoir une idée du nombre de personnes qui se blessent en France. Maintenant, est-ce que la solution, c'est de diminuer les stocks de pansements pour faire baisser le nombre de gens qui se blessent en France? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais ça n'invalide pas que si tu diminues le LDL, tu diminues le risque, tu vois. Oui, mais c'est intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière parce que du coup, dans quelle mesure est-ce que… Parce que regarde, non, si tu diminues le cholestérol LDL, tu diminues le risque. Si tu diminues le stock de pansements, tu vas pas diminuer le nombre de personnes blessées. Non, je vois, mais en même temps, est-ce que ça veut dire que le LDL est forcément directement causal ou est-ce qu'il n'est pas indicateur d'un souci qui n'est pas le LDL en soi, mais quelque chose qui provoquerait cette présence de LDL? Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 mais quelle variable pourrait du coup influencer plus le risque avec? Donc, moi, je suis d'accord, mais je veux trouver une variable qui a un meilleur prédicteur de risque, du coup, tu comprends? Ouais, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que moi, intuitivement, je vais penser par exemple, ok, c'est un fait, la moitié de la France est en surpoids. Est-ce que, dans la mesure où la moitié de la France est en surpoids, si on fait une étude sur les Français par rapport au cholestérol, est-ce que moi, n'étant pas en surpoids, je peux ne pas me sentir concerné par cette variable qui, de toute façon, je peux difficilement me comparer à la majorité des Français. Enfin, tu vois ce que je veux dire sur l'état de la composition corporelle et de la santé métabolique. Ouais. Et du coup, Bah du coup, dans… Enfin, simplement, c'est un biais qui existe et du coup, cette volonté de vouloir comprendre le fond du problème, et je suis d'accord que c'est très difficile de jongler entre ce je veux justifier pourquoi mon alimentation que je considère saine génère quand même plus de cholestérol et du coup ce biais de ok, on va essayer d'expliquer pourquoi en fait c'est quand même ça. Mais je peux comprendre pourquoi cette volonté elle est là aussi parce que pour beaucoup d'autres marqueurs de santé, on se sent en meilleure santé que la moyenne et du coup, quand des études sortent sur des gros échantillons, on va avoir tendance à se désolidariser de cet échantillon, tu vois, et de se sentir différent. en fait, si tu veux que j'explique globalement les mécanismes qui sont globalement acceptés de manière officielle en cardiologie, moi, je veux bien, par exemple, brièvement expliquer les mécanismes pour comprendre pourquoi le LDL est causal, comme ça. Ouais, du moment qu'on est sur des termes assez simples pour les personnes non initiées, carrément. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi le LDL est causal, c'est que euh, il va être. Donc, nos artères sont tapissées par une couche de cellules appelée endothélium et qui sert de barrière entre le sang et le reste de l'organisme, de sorte à ce que certaines molécules puissent passer et pas d'autres pour être envoyées vers les tissus. Ok. Et ce qui se passe, c'est que les particules ApoB, donc, dont les LDL, sont attirées par des structures qui se situent derrière notre endothélium, donc dans l'espace sous-endothélial, appelé protéoglycanes. Et donc, elles vont être beaucoup. Donc, si beaucoup de particules de LDL sont en circulation pendant un long moment, elles vont être captées dans cet espace sous-endothélial, ce qui va engendrer une réaction immunitaire qui implique les macrophages. Et ça va engendrer en fait une cascade de processus qui va créer la formation d'une plaque sur la paroi des artères. Donc voilà. Donc en gros, naturellement, tu dis la peau B va être attirée par ce composant qui est à l'extérieur de la barrière qui sépare le sang du reste du corps, du coup, c'est ça. Et du coup, forcément, si tu as plus d'ApoB, tu vas voir, enfin, naturellement absorbé, on pourrait imaginer un peu comme un aimant, quoi, où ça serait naturellement attiré et du coup, tu aurais une accumulation. Et c'est ça qui poserait souci ensuite, c'est ça? Exact. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que ils ont fait des études. Il y a un scientifique qui s'appelle Jan Boren qui a fait des études sur des souris génétiquement modifiées de manière à ce que la composition d'acides aminés de la peau B soit modifiée en fait.
donc les particules de lysine, je pense, soient modifiées. Et ce qu'on sait, c'est que ces souris génétiquement modifiées, on peut faire grimper leur taux de LDL vraiment de manière élevée. Et elles ne développent jamais d'athérosclérose parce qu'en fait, la modification de la structure fait qu'elle ne sait plus, que ce n'est plus capté par les protéoglycanes. Ah, d'accord, ok. Donc, tu vois, encore une fois, on peut se dire, OK, ce sont des études sur l'animal, c'est de la recherche mécaniste, mais encore une fois, c'est corroboré par des résultats, tu vois. C'est Ouais. pas prendre l'inverse, OK, mon étude sur ma souris a montré ça, donc ça doit être ça, tu vois. C'est, OK, on voit qu'en intervention, diminuer le taux de LDL, d'ApoB diminue le risque, et c'est cohérent avec ce qu'on a pu découvrir dans la recherche mécaniste, tu vois. Ouais, dans le sens où on reproduit exactement ce mécanisme qu'on retrouve chez l'homme, mais chez une souris, et on se rend compte que, enfin, on isole un peu ce mécanisme à l'intérieur de la souris, et à partir du moment où c'est un mécanisme qui est similaire dans le corps de l'homme, on est capable de porter quand même quelques conclusions intéressantes sur le rôle de la l'ApoB du coup dans le risque cardiovasculaire, quoi. Exact. Ok. Euh, Je voudrais rebondir sur. J'avais fait une expérience personnelle sur ma chaîne où j'avais suivi le régime vegan pendant 30 jours. Euh, J'avais fait des prises de sang avant, après. Un des marqueurs qui en est ressorti est le fait que j'avais quand même une belle baisse du cholestérol total, mais j'avais aussi une baisse du ratio cholestérol total et HDL. En l'occurrence, mon LDL il était passé de 171 mg par décilitre à 92. Mais en soi, par rapport à mon ratio de HDL, j'avais un ratio qui était moins intéressant. Est-ce que les conclusions que tu en tirais, c'est qu'a priori, cette forme du régime vegan était a priori meilleure en termes de santé cardiovasculaire pour moi que le régime avant, j'avais comparé en fait avec un régime 100% paléo. Est-ce que du coup, je peux en tirer cette conclusion-là pour moi? Alors, pour moi, oui, parce que, comme je t'ai dit, le HDL a peu de facteurs, d'effets protecteurs indépendants. C'est juste un corrélat pour un taux de HDL très bas, est un corrélat pour le taux d'ApoB. Donc, en fait, tu as diminué ton LDL, tu as probablement aussi diminué ton taux d'ApoB, ce qui est logique parce que dans une diète végane, bon, on peut prendre certaines exceptions, mais tu vas déjà pas avoir de cholestérol alimentaire et tu vas avoir de manière générale un apport en graisse saturée beaucoup moins important, à moins de blinder d'huile de palme et d'huile de coco, tu vois. Donc, Oui. Ouais, c'est clair. Alors je tiens à préciser que là, on isole vraiment sur la partie santé cardiovasculaire et cholestérol. Je ne suis pas du tout en train de dire que la conclusion tirée, c'est que forcément le régime vegan est bien meilleur pour la santé qu'une autre forme de régime. Et qu'a priori, on peut avoir un très beau compromis entre les deux où on a a priori moins d'apport en graisse saturée par rapport à ma réponse personnelle en termes de cholestérol. Et du coup, mieux optimisé tout en ayant un régime omnivore, quoi. ouais, même paléo, hein, même paléo, on peut manger un régime paléo à fait teneur en graisse saturée. Donc, tu sais, il y a certains mouvements, je pense même d'ailleurs en France, ils sont plus orientés moins graisse saturée et plus de graisse insaturée via le régime paléo. Mais c'est plutôt, je pense, aux États-Unis où tu me confirmeras, où ils sont à fond sur la viande rouge. Ouais, la viande grasse-fed et du coup graisse saturée de bonne qualité, donc on peut en avoir en open bar, quoi. Voilà. Ok. Non mais du coup c'est ultra. Je trouve ça ultra intéressant du coup de plonger de plonger là-dessus parce que ça permet d'isoler cette variable-là et de voir que c'est pas le régime qui est une fin en soi, mais bien les marqueurs et comment est-ce que nous on peut faire évoluer ça et de toute façon d'un individu à l'autre, j'imagine que ça évoluera aussi de manière assez différente, quoi. Bien sûr. Il y a un point que je voulais voir avec toi. Il y a une étude qui avait mis en exergue, que je t'ai partagé avec les questions, qu'il existerait des hyperrépondants dont le cholestérol augmenterait davantage avec la consommation alimentaire, là où la plupart des gens, la population a priori, on considère, de ce que j'ai compris, hein, que 80 à 70% de la population a une autorégulation du cholestérol par rapport au cholestérol alimentaire. Certains, eux, ont une tendance à avoir le cholestérol qui augmente. Mais dans des ratios entre guillemets jugés sains, mais tu l'as dit toi-même que de toute façon le HDL était pas tant que ça, augmenter le HDL diminuait pas tant que ça de la santé cardiovasculaire, enfin les risques cardiovasculaires.
Mais qu'est-ce que tu penses de cette variante génétique-là? Est-ce que du coup, ça veut dire que forcément, ces personnes-là doivent faire beaucoup plus attention à leur alimentation pour limiter leur cholestérol LDL? Tu parles du cholestérol alimentaire, du coup, alors, hein. Parce qu'en fait, ce que je vais t'expliquer quelque chose, c'est que tu m'as envoyé deux études et en fait, SkyUp était down. Je pense, j'ai voulu regarder Ah hier et merde! SkyUp était down. Mais en fait, tu peux m'expliquer brièvement, est-ce que tu parles du cholestérol alimentaire? En gros, je te parle de cette population dont, oui, c'est ça, dont le cholestérol alimentaire impacte le cholestérol total, là où pour la majorité des gens, le corps a tendance à réguler de lui-même le taux de cholestérol sanguin, même si tu as des apports de cholestérol alimentaire. Ok, donc en fait, oui, il y a des variations interindividuelles, notamment au niveau de l'absorption intestinale du cholestérol. Maintenant, ce que les gens ont parfois du mal à. Ils sont focalisés sur le cholestérol alimentaire et c'est probablement pas la cible principale pour diminuer le taux de cholestérol LDL et ça ne l'a jamais été. En fait, ça l'a peut-être été, mais pendant pas très longtemps. Par exemple, tu sais, il y a tout ce milieu paléo, low carb, etc., tend à dire oui, Ansel Keys, tu vois Ansel Keys, le scientifique. Non. Bon, c'est un scientifique qui est un petit peu un pionnier dans la recherche sur les lipides et sur le cholestérol. D'accord. Et oui, Ansel Keys a diabolisé le cholestérol alimentaire, etc. On voit des photos dans Time Magazine, des trucs comme ça. Mais en vérité, même Ansel Keys a jamais vraiment mis le cholestérol alimentaire comme cible principale. Il y a une donnée, même j'ai lu il n'y a pas longtemps une étude des années 60 où il dit le cholestérol alimentaire a un impact, mais un faible impact, et une attention portée sur ce facteur seul a peu de chances de mener à des changements cliniquement pertinents. Bon, maintenant, on a des nuances au niveau du cholestérol alimentaire. On ne parle pas des hyperrépondants ou pas. C'est que la relation entre le cholestérol alimentaire et sanguin, elle est non linéaire. Donc, c'est-à-dire que ça va augmenter. Tu vas augmenter ton apport en cholestérol alimentaire. Ça va l'augmenter jusqu'à un certain seuil. Et puis, l'effet va plafonner. Donc, ce qu'on voit, c'est que, pour parler en termes alimentaires, pour aider plus facilement les gens, c'est que à 2 œufs, le cholestérol alimentaire va avoir un effet sur le cholestérol sanguin et après, l'effet va plafonner. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des Tu veux dire qu'on peut hyperrépondants? manger plus de 2 œufs par jour? C'est fou ça. Donc, l'idée, c'est que le cholestérol alimentaire a un effet sur le cholestérol sanguin. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui vont avoir un effet plus ou moins important? Oui. Est-ce que ça va avoir un effet sur la majorité des personnes? Oui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut diminuer son taux de cholestérol alimentaire à zéro? Je dirais peut-être que certaines personnes vont bénéficier. Donc des personnes qui sont peut-être qui sont peut-être avec un taux de cholestérol très élevé, qui sont peut-être certaines personnes âgées, etc. Certaines personnes vont bénéficier de quelque chose où il y a zéro cholestérol alimentaire. Pour une autre personne qui est dans les normes de cholestérol, est-ce qu'il y a un bénéfice à diminuer son taux de cholestérol alimentaire à zéro? Oui, mais la pertinence clinique est un peu discutable, tu vois. Donc, je dirais le taux de cholestérol, l'apport en cholestérol alimentaire, ça dépend des personnes et la majorité des gens ne devraient peut-être pas se focaliser trop là-dessus. Par contre, on sait que l'apport en graisse saturée a un effet beaucoup plus important, tu vois. Ouais. L'apport en graisse saturée qu'on retrouve surtout dans la viande rouge et dans le beurre va avoir un effet beaucoup plus important sur le taux de cholestérol sanguin. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple en termes de diète, quelqu'un qui voudrait euh, par la diète réduire ses taux de cholestérol, et ce qui est largement possible, hein, des changements dans la diète pour le coup peuvent avoir des effets assez drastiques sur le taux de cholestérol, d'expérience personnelle aussi. Il devrait peut-être se concentrer davantage sur le fait de manger un petit peu moins de graisse saturée, peut-être opter pour par exemple des moins de grandes quantités à moindre fréquence de viande rouge, ou peut-être des morceaux de viande rouge un petit peu plus lean ou ce genre de choses, un petit peu plus maigres. Exactement. C'est-à-dire que
je te dis, certaines personnes, il y a certainement un intérêt de diminuer l'apport en cholestérol alimentaire. Mais tu sais, pour les personnes, tu sais, tu as des auditeurs qui sont plutôt sportifs, etc. Non? Pardon? T'as des auditeurs sur ta chaîne qui sont plutôt sportifs, etc. Non? J'ai une communauté qui est assez large en fait et c'est assez grand public. Et c'est là où c'était intéressant d'avoir ton avis parce que toi tu as une communauté qui est très branchée plus des coachs, des personnes qui sont quand même déjà pas mal éduquées dans le domaine et qui vont se pencher sur ce côté science, etc. Et je trouvais ça intéressant du coup de balancer les deux en fait ensemble. Ok. Euh, disons qu'en fait, tu sais, on entend pour le lambda, généralement les médecins ils vont dire ouais, pas plus de quoi, 2 œufs par semaine ou quelque chose comme ça. Mhm. Je dirais, c'est pas forcément un mauvais conseil parce que il faut prendre en considération que la personne lambda va pas forcément adhérer à tous les conseils, n'a pas une alimentation parfaite, etc. Elle va de toute façon avoir une alimentation en graisse, une alimentation globale en graisse saturée qui est un petit peu élevée. Donc, lui dire, OK, principe de précaution, et puis lui dire, mange 2 œufs par semaine, c'est peut-être un bon principe de précaution, tu vois. Mais pour quelqu'un qui a une alimentation à 10% de l'apport calorique sous forme de graisse saturée, qui mange suffisamment de fibres, etc., je ne pense pas qu'il faut vraiment réduire son taux de cholestérol alimentaire à zéro, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'ai un petit peu de mal avec cette approche parce que je trouve que déjà, c'est réduire les œufs au cholestérol, alors que tu as, quand même énormément de choses aussi ultra intéressantes dans les œufs. Et après, c'est peut-être mon côté bisounours, mais j'aime bien l'idée d'être assez transparent sur tout ça et peut-être davantage prévenir sur le reste de l'alimentation qui peut poser problème, plutôt que de prendre des raccourcis, tu vois. J'étais comme toi avant, tu vois. Je me dis, ouais, mais tu vois, il faut prendre la globalité, etc. Le problème, c'est que la majorité des gens ne peuvent pas adhérer à une alimentation comme toi ou comme moi. C'est simple. La majorité des gens ne vont pas se mettre à manger 25 portions de fruits et légumes par semaine, ne vont pas diminuer le rapport en graisse saturée sous 10% de l'apport calorique, ne vont pas manger au moins 30 grammes de fibres par jour, etc. Donc, je pense qu'il faut justement donner quelques guidelines que les gens peuvent suivre, tu vois, Mhm. parce que tout le monde n'est pas le bro Instagram qui va vraiment suivre les conseils à la lettre et être discipliné, tu vois. Non, 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 c'est vrai, enfin bref, c'est un autre débat. Ton point de vue hein, et que je trouve intéressant et clairement fondé sur des arguments intéressants. Tout comme en même temps une personne qui va être en train de nous écouter et a priori une personne qui, elle, a envie de faire des changements dans son alimentation et sera peut-être plus disposée à faire des changements dans son alimentation tous les jours. Donc oui, ça dépend de quelles sont tes priorités, je suis d'accord. Une personne pour qui l'alimentation n'a a priori pas une priorité ou une grosse importance, lui donner des guidelines faciles à suivre en sachant que de toute façon elle n'aura pas une alimentation qu'elle cherchera à optimiser, ça peut être pertinent également quoi. En fait, l'idée, c'est que si les gens pouvaient suivre une alimentation qui est entre guillemets, parce que l'alimentation parfaite n'a pas encore été découverte, mais qui est je veux dire, si même la majorité des gens suivaient les guidelines alimentaires il y aurait beaucoup moins de personnes sous statine et autres Ouais. médicaments hypocholestérolémiants. Mais c'est juste que les personnes ont des difficultés à adhérer au conseil alimentaire. Mhm. Euh, il ne nous reste pas énormément de temps, donc je voulais enchaîner sur. Il y a deux questions sur lesquelles je voulais enchaîner. Le premier, justement, et c'est une super transition, on parlait des statines. Euh, Il y a des études qui ont mis, notamment une revue que je t'ai transmise aussi de Tura, qui met en évidence un effet secondaire des statines, qui est la myopathie musculaire, voire la mort complète des fibres musculaires. Compte tenu de ce type de risque, est-ce que tu penses pas que cette solution ne serait pas envisagée seulement en dernier recours? Alors disons qu'en fait, dans les essais de meilleure qualité, donc double aveugle, placebo, il y a soit une petite différence dans la myopathie, dans la myopathie musculaire ou pas de différence statistiquement significative. C'est-à-dire que
il y a beaucoup de. Peut-être les personnes vont voir les effets secondaires et puis tout d'un coup, ils prennent leur statine et puis ils ont mal, tu vois. Ils ont des Ouais. douleurs et des Pour mettre à contexte, j'ai oublié la myopathie musculaire, on peut définir ça comment? Une sorte d'atrophie musculaire. faiblesses musculaires qui peut mener à des conséquences plus graves. Ouais. Voilà. Et donc, oui, il y a parfois des différences. Quand on a des essais de meilleure qualité, on voit que la majorité de cet effet tend à, tend à disparaître. Mais c'est clair que c'est un des effets secondaires. Maintenant, un médicament a toujours des effets secondaires. Maintenant, c'est toujours la balance bénéfice-risque. Je pense que tu parlais de prendre les statines en dernier recours, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, d'expérience personnelle, donc moi j'ai cette variante génétique où j'ai tendance à avoir beaucoup de cholestérol que je tiens de ma mère notamment, qui elle aussi va en avoir davantage. Et j'ai tendance à être assez révolté, voire abasourdi de me rendre compte que le médecin de ma mère va avoir tendance, avant de creuser n'importe quel sujet, de simplement dire va falloir penser à prendre des statines. À toi ou à ta mère? À ma mère. Non, moi je vais pas. Je vais moins souvent chez le médecin a priori, mais voilà. Je dirais c'est parce que ça dépend de l'âge de la personne et la présence d'autres facteurs de risque. Et puis, on parlait de cette histoire d'adhésion. Donc, par exemple, via l'alimentation, comme tu l'as dit clairement, on peut diminuer de manière importante le LDL du cholestérol. Mais il y a une limite à cette diminution. Et certaines personnes qui sont âgées, qui ont présentent d'autres facteurs de risque, vont bénéficier d'une magnitude d'effet qui est plus importante via la combinaison alimentation, donc dans le meilleur des mondes, alimentation plus médication. Euh, Parce qu'il faut bien comprendre que le risque via le cholestérol LDL, c'est une exposition cumulée au LDL. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas avoir LDL qui a grimpé pendant 2 semaines ou même un an que tu vas développer, tu vas avoir un arrêt cardiaque. C'est Ouais. parce que tu as eu le LDL élevé pendant 20 ans et tu as peut-être une plaque importante qui s'est développée. Et dans ces conditions, tu vas bénéficier d'une magnitude de réduction du LDL, d'un bénéfice plus important en diminuant ton LDL de manière plus importante. Surtout si tu as d'autres facteurs de risque, généralement, les médecins vont dire, OK, c'est plus prudent de prendre les statines. Mhm. Maintenant, pour quelqu'un comme toi, généralement, le médecin va dire, OK, si tu fais attention à ton lifestyle, généralement, il n'y a pas de problème, tu vois. Parce que tu es Mhm. jeune, tu es sportif, tu as pas à côté de ça une inflammation qui est élevée, tu n'as pas du diabète, tu vois. Mhm. Donc, je dirais ça dépend du contexte, mais certaines personnes bénéficient de ça. Et puis, faut aussi se rappeler, c'est qu'on parlait des effets secondaires, peut-être certaines personnes tolèrent mal, et puis il y a d'autres médicaments hypocholestérolémiants. Ouais. Mais du coup, une piste serait de mesurer aussi l'inflammation à côté dans le corps et d'autres facteurs comme ça. Typiquement, l'inflammation avec la protéine C réactive ou ce genre de choses, non? Exactement, protéines C réactives, la pression artérielle aussi est un facteur de risque important. Mhm. Voilà. Si la Ok. personne fume aussi. Tu sais, tu as des guidelines, par exemple, qui ont été émis par la Société européenne d'athérosclérose. Euh, Par exemple, en fonction de l'âge et la présence d'autres facteurs de risque, parce que les gens sont là, oh, les médecins, les guidelines sont corrompus pour prescrire des statines. Tu peux regarder les guidelines de la Société européenne d'athérosclérose de 2019. Le premier truc, c'est si tu es. Donc, il y a un tableau comme ça pour les personnes jeunes, sans présence d'autres facteurs de risque, même avec un LDL qui est un petit peu élevé. C'est lifestyle. C'est pas on va prescrire des statines, tu vois. C'est Ouais. mettre l'accent sur le lifestyle. Après, si tu as quelqu'un qui est dans la cinquantaine et puis qui a qui a eu un LDL élevé toute sa vie et qui, à côté de sa fume, il y a plus de bénéfices à faire la combinaison des deux. Malheureusement, les gens peuvent
ont des difficultés à adhérer au conseil alimentaire aussi, tu vois. Ouais. Après, j'ai peut-être ce gros biais personnel, mais j'ai l'impression d'avoir constamment eu affaire à des personnes dans le secteur médical qui avaient tendance à, par automatisme, suggérer les statines avant de prévenir sur d'autres facteurs, quoi. Peut-être qu'il y a des médecins qui sont un peu comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que les guidelines ne sont pas du tout vers la Ouais. prescription de médicaments en premier lieu, tu vois. Je veux dire, les guidelines officielles qu'on envoie aux médecins pour dire à partir du quel moment est-ce qu'on prescrit les statines, promouvoient justement le fait de regarder ces autres facteurs Ok. Ok. Dernière question que je voulais voir avec toi, qui rejoint un peu à un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui on a des données sérieuses sur des individus qui ont une composition corporelle extrêmement saine, autour de 14% de body fat, voire moins, une activité sportive régulière, une alimentation majoritairement non transformée, une quantité suffisante de fruits et légumes, et qui ont présenté des complications liées à des taux élevés de cholestérol LDL? Ok, c'est intéressant. En fait, le truc, c'est qu'on a on a des cohortes sur des individus complètement, entre guillemets, sains, mais ce n'est pas une niche d'Instagram de bodybuilder, tu vois. Donc, ce sont des personnes. Alors, non, mais sans être dans la niche de bodybuilder, mais ça peut être, tu sais, des personnes qui s'intéressent à tout ça, quoi. Là, n'allons pas non plus dans le gros extrême, quoi. Ouais, ouais. Donc, on a des personnes qui n'ont pas d'autres facteurs de risque, donc qui ne fument pas, qui n'ont pas de pression artérielle, qui ont un IMC dans la norme, etc. Et chez ces personnes, on voit que la progression de l'athérosclérose est associée linéairement avec le taux de cholestérol LDL. Maintenant, est-ce qu'on a une cohorte de gens, tu vois, où comme tu dis, un petit peu, qui consomment 30 portions de fruits et légumes par semaine, qui fait de l'entraînement en résistance, 14% moins de 14% de pourcentage de graisse, etc. On n'a pas cette cohorte, mais tu vois, c'est un petit peu essayer de trouver un trou dans la littérature pour essayer de fourrer son idéologie. Tu vois, Je suis démasqué. par exemple, je vais te donner un exemple concret. Toi est-ce que tu crois, par exemple, à la balance calorique et qu'il faut être en déficit calorique pour perdre du poids? Oui. D'accord. Mais est-ce que tu peux me trouver une étude où il y a une cohorte de personnes en slip rose qui perdent du poids en déficit, qui perdent du poids en déficit calorique, tu vois? Oui, parce qu'elle aura gagné du muscle. Donc, à un moment donné, les, Les slip-roses sont anaboliques. C'est la morale de cette conversation. tu vois, les hypothèses de niche sont infinies, mais ce qu'il faut se rappeler de manière très importante, c'est que en science, on deal toujours avec des probabilités. Donc, c'est la Mhm. probabilité que Ouais, qu'on est sur une science empirique, dans tous les cas. voilà, voilà. Donc, mais là, on a énormément de données sur le cholestérol LDL, et le taux d'ApoB, le cholestérol LDL. Bien sûr, tu peux toujours trouver des hypothèses de niche, etc. Mais dans la balance des probabilités, on a tout intérêt à conserver un taux de LDL faible, tu vois. Parce que c'est pas Ouais. comme si on avait vu des bénéfices à avoir un taux de LDL plus élevé, tu vois. Mhm. C'est pas comme s'il y avait une discordance dans la littérature et puis que Non, bien sûr, mais c'est plus là où je lirais, par exemple, avec l'utilisation médicamenteuse de statine, etc. Est-ce que ça vaut le coup de prendre. Parce que là, le rapport coût-bénéfice n'est pas le même. Parce que là, tu dis, on est sur un médicament qui va avoir des effets secondaires potentiels. Même s'il n'y a pas de bénéfice particulier à avoir des hauts taux de cholestérol, si j'estime que le reste de mes marqueurs santé, etc., sont très positifs, a priori, le rapport coût-bénéfice n'est pas le même pour prendre des médicaments. Tu vois ce que je veux dire? ouais, sauf que si tu as vraiment la cohorte dont tu me parles, ce sont des personnes jeunes qui font de l'activité physique, etc. Ce sont des personnes qui vont adhérer à des conseils alimentaires pour diminuer leur LDL. Ouais, 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 bien sûr. Mais du coup, en fait, c'est là où je suis très content de notre conversation parce que je trouve ça intéressant de quand même mettre sur le devant le fait que, bah,
À partir du moment où tu es une personne qui s'intéresse à son alimentation, qui s'intéresse à sa santé, etc., si tu es en mesure d'apporter des modifications dans ton hygiène de vie et dans ton alimentation, enfin, c'est quelque chose qui est quand même largement recommandable, quoi. Tu sais, il y a une étude qui a comparé, je ne sais, je me rappelle plus le nom de l'alimentation. Enfin bref, il y a eu une étude qui a comparé l'alimentation haute teneur en fibres, faible teneur en graisses saturées aux statines et qui a eu une magnitude de réduction identique. Ok. Maintenant, adhérer la première chose, c'est qu'adhérer à ces conseils alimentaires est pas facile pour tout le monde. Et deuxième chose, c'est que, comme je t'ai dit, certaines personnes qui sont dans une tranche d'âge plus élevée avec la présence d'autres facteurs de risque vont bénéficier du double, tu vois, alimentaire Hmm. plus. Ok. Ah, merci Vassili, c'était vraiment trop intéressant comme conversation. Voilà. J'aimerais juste préciser que je ne suis pas médecin, ce pas des conseils personnels. Et puis, votre situation est à voir au cas par cas avec votre médecin. Peut-être que vous Bien pouvez le sûr. conseiller de les mettre en description. Ouais, bien sûr. Dans tous les cas, je le rappelle toujours en introduction aussi et dans les descriptions de vidéos. On est avant tout des passionnés de nutrition qui aiment parler de ce sujet-là, mais on ne fait pas de prescription médicale. Mais merci pour ton temps, en tout cas, et pour cette conversation particulièrement riche. Et, euh, et puis voilà, on va mettre fin à cette conversation. Encore merci. Où est-ce que les gens peuvent retrouver un petit peu ton travail, s'ils veulent en savoir plus? Bon, au niveau des réseaux sociaux, je mets la plupart du contenu sur Instagram. Donc, Oh. vassilis.eliopoulos. Donc, les gens vont avoir peut-être difficile à trouver. C'est que, avec ce nom, les gens vont. Et sinon, j'ai une plateforme qui s'appelle Vassilis Nutrition. Oui, Tu pourras peut-être mettre en description. ouais, Voilà, où je mets des ça articles plus j'ajouterai détaillés. carrément. Voilà. Et sinon, j'ai parlé de mon livre hein, sur le. Que j'ai pas encore lu parce qu'il n'est pas disponible sur Kindle aux dernières nouvelles et du coup, comme je partais au Mexique, je n'avais pas le temps de me le faire livrer avant de partir. J'ai vu que tu partais, que tu es au Mexique, d'ailleurs, j'ai vu en story. Et le premier chapitre est sur les maladies cardiovasculaires où justement je parle de toutes ces les graisses saturées, ApoB, le LDL, etc. Voilà. Donc c'est Trop pour bien. ceux qui sont intéressés. Bah, j'aurai sûrement l'occasion de le lire en rentrant. Je rentre en France en décembre. Ce sera l'occasion de le commander. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler aussi. Mais dans tous les cas, j'encourage vraiment ceux qui nous regardent à aller voir le travail de Vassilis, qui est vraiment centré scientifique et du coup qui va être plus technique, mais qui en même temps est, je trouve assez intéressant et challengeant sur certaines croyances qu'on peut avoir sur l'alimentation. En tout cas, je trouve que tu fais ça super bien, quoi. Donc je suis honoré que ça fait un certain temps que je te suis. Je suis honoré que tu aies accepté mon invitation et encore merci pour ça. C'est un grand plaisir. Merci Vassilis. Salut. Ciao. Voilà, j'espère que notre conversation t'a plu. Petit bilan, conclusion un peu de notre conversation. Globalement, les gros points à en tirer selon moi, c'est que de toute façon, un haut niveau de cholestérol LDL va être problématique sur du long terme. C'est pas parce qu'à une prise de sang à un moment donné, tu as un haut taux de LDL que c'est problématique. C'est vraiment si tu as ces hauts taux que tu traînes pendant des années où là, ça peut poser souci. La taille des particules LDL en soi, souvent il y a un argument qui dit que c'est la taille qui compte et que du coup, pour une fois, et du coup, ce sont les grosses cellules de LDL qui sont plutôt bonnes et les petites qui sont mauvaises. En l'occurrence, dans la recherche, ce n'est pas corroboré du tout. La preuve étant que les VLDL, qui sont une version encore plus grosse des LDL, sont un marqueur influent également de maladies cardiovasculaires et de risques cardiovasculaires. Donc à faire attention à ça. Plus que le LDL en soi, c'est avant tout et surtout la quantité d'ApoB, apolipoprotéine B, pardon, qui pose problème parce qu'elle est hétérogène. Ça veut dire qu'elle peut former des plaques parce que, si tu te souviens bien, elle est attirée sur les parois des vaisseaux sanguins et ça peut former des plaques avec le temps si tu en as trop. Le HDL, considéré comme le bon cholestérol, lui, a un effet protecteur, en effet, dans des taux normaux, mais le faire grimper volontairement ne limite pas, dans la recherche en tout cas, ne limite pas les risques cardiovasculaires et ne va pas être particulièrement protecteur. Au-delà, ça ne change pas grand-chose, au-delà des niveaux normaux.
Ensuite, on a parlé des statines. Alors les statines, elles sont efficaces contre la maladie cardiovasculaire, mais la diète peut être tout aussi efficace que les statines et sans les effets secondaires. Donc effectivement, ça c'est important à souligner et du coup, ça serait à prioriser. Simplement, et là, il a souligné quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, tout le monde ne va pas remettre fondamentalement en question toute sa diète. Du coup, quelqu'un qui ne va pas forcément être prêt à faire les changements nécessaires, ça peut être plus intéressant de passer par les statines. Mais avant, je te recommande vraiment de passer par la diète. Quoi qu'il en soit, c'est un fait, dans les données qu'on a et l'ensemble de la recherche qu'on a sur le cholestérol, maintenir un taux de LDL relativement faible est bénéfique. Donc tu n'as pas de raison particulière de vouloir garder un taux élevé de LDL et tu as tout intérêt à vouloir tout de même le baisser, notamment via ta diète. En l'occurrence, le cholestérol alimentaire va généralement pas avoir un gros impact sur tes taux de cholestérol LDL. La correction est souvent à faire autour des graisses saturées. Mais là encore, c'est très individuel, donc ça vaut le coup de faire des prises de sang, de voir comment ça évolue par rapport à des changements que tu fais dans ta diète. Voilà, après tout ça, et on a vu beaucoup de choses, tu as sûrement des questions. Vassilis a accepté de potentiellement revenir pour un question-réponse pour répondre aux questions qui sont revenues pas mal. Donc n'hésite pas à les mettre en commentaire. On reviendra sur ce sujet-là, ça sera super intéressant. Dis-moi aussi si ce format te plaît. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je ne sais pas dans quelle mesure je referai ça. Mais si jamais tu me le demandes particulièrement, si jamais ça a pas mal de succès, certainement que je renouvellerai l'expérience. Voilà, merci à toi. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos, un petit peu plus dans les formats que j'ai plus l'habitude de faire. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remercie.